c'est le terme Khem et Bak. Le terme Khem et Bak. Alors, le terme Khem, Baye dit que il peut signifier également, comment dirais-je, majesté. Et que l'autre, et qu'il peut signifier aussi esclave. Non, en fait, ce terme-là, il se présente avec un poteau, un piquet, et il y a un homme juste derrière le piquet. Et c'est le piquet qui se prononce Khem et qui signifie attaché. Attaché. Mais les deux déterminatifs des termes ne sont pas les mêmes. Le déterminatif qui s'attache au sens majesté, c'est un petit bonhomme barbu avec une barbe tressée et qui symbolise donc la divinité ou le pouvoir. Et le bonhomme simple symbolise, disons, le commun des mortels. Alors voilà pourquoi, s'adossant sur les termes, Baye dit que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Baye oublie les voyelles. Et c'est là où les langues africaines nous permettent de voir que Baye, en absence des voyelles, est passé à côté d'un terme qui, soit selon qu'il est long ou court, hein, vous voyez, quand vous dites en pulaar, wal, c'est s'écouler en parlant d'un liquide. Mais quand vous dites wal, c'est passer la nuit. Donc ici, nous avons, avec l'aide du pulaar, qui a le même verbe, basé sur le squelette consonantique de l'égyptien, HM. En pulaar, vous avez HM, vous pouvez mettre hum. Vous pouvez mettre huma. Vous pouvez mettre huma. Quand vous mettez huma, c'est celui qui attache. Quand vous mettez huma, c'est celui qui est attaché. Donc, vous voyez, ce que Baye prenait pour deux noms différents, pour un même nom, en fait, était composé de deux noms différents, mais en fonction de la longueur des voyelles. Et c'est le pulaar qui nous permet de voir cela. Huma, c'est celui qui attache. Huma, c'est celui qui est attaché. Vous pouvez avoir humi, et ça vous donne aussi kumul, kumal. On y reviendra. Kumul, kumal, c'est toujours attaché, mais décliné, comment dirais-je, en fonction des lois euphédiques. Donc là, c'était effectivement le nom de l'esclave que Bargué avait là. Mais n'ayant pas les voyelles, il est passé à côté. Et le pulaar, donc on donne raison à Cheikh Anta, nous permet, vous pouvez faire la même chose avec le wolof, le soninké et toutes les autres langues. Je prends le pulaar puisque c'est la langue que je pratique. Donc, huma et huma, effectivement, vous passez du maître à l'esclave. Huma, le maître, huma, l'esclave. De la même manière, et là, pour rester dans le même domaine, puisque je ne veux pas, comment dirais-je, puis je n'ai plus le temps, vous allez chez les soninké, vous avez komé, komo. Komé, c'est le singulier et komo, c'est le pluriel. Alors, vous savez déjà que hum peut devenir kum, hum, kuma. Le K et le H alternent. Vous allez chez les soninké, vous avez komé, vous avez le K. Vous allez chez les dogons, vous avez komo qui signifie attaché, effectivement, comme en pulaar. Donc, le H égyptien est passé dans les langues africaines en gardant le statut de H ou bien en devenant un K. Donc, vous avez le nom de l'esclave en soninké qui signifie komé et komo. Komo, c'est le pluriel. Donc, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les soninké disent que ils ont émigré d'Égypte sous la direction de Djabé. Sous la direction de Djabé. Et Djabé, la tradition orale dit que les soninké ont quitté Sona. Ils ont fait 4 mois en route
Et dans la migration, il y avait les nobles qui étaient à cheval et qui ouvraient la route, donc Diabé. Et ce noble, son nom d'honneur, c'était Cissé. Cissé forgé sur la racine Si, qui signifie cheval. Or, en égyptien, vous avez Sissou, qui signifie cheval. Donc, les gens sont venus avec le nom du cheval, et le nom du cheval est passé de l'animal à celui qui l'a enfourché. Donc, Sissou est devenu Cissé, et Cissé, c'est le nom d'honneur du clan régnant, et comment dirais-je, c'est les Soninké. Alors, le commun, quand dans le texte, l'esclave, le nom de l'esclave, commun, dans le texte Soninké, justement, c'est commun, et la tradition dit que les gens sont venus avec des esclaves qui étaient à pied ou à dos d'âne. Donc, vous voyez, les Soninké sont venus avec le nom même Hum, qui est devenu que chez eux. Vous avez Huma attaché, Komo ou Komé attaché en Soninké. Donc, l'esclave, si on met ensemble tout ça, c'est celui qui était attaché, qui n'était pas libre. Et le piquet, justement, de le militaire Hum, ce piquet-là montre que l'attachement était, et comment dirais-je, on était attaché justement à quelque chose, parce que vous ne pouvez pas attacher un animal ou un machin sans un piquet. Donc, le poteau de fixation ici, c'est le maître, exactement comme cela est indiqué par l'hiéroglyphe égyptien. Donc, et la corde, c'est la corde qui attachait la personne. Et c'est si vrai que cette corde-là, vous allez la retrouver chez Ablaye Bachili qui dit que les nobles, d'accord, je vais terminer. Les nobles, chez les Soninké, on les décrit comme déjà ayant le cou libre, le cou sans attache, sans corde. En Pulaar, on dit Pogoledande. Pogoledande pour montrer qu'on on a la corde au cou. La corde au cou, ça signifie qu'on n'est pas libre. Le cou, c'est l'organe qui sert à montrer la dépendance ou l'esclavage ou la liberté. Vous voyez une femme qui s'attache à un mari, je dis s'attache. Quand elle veut être libérée, qu'est-ce qu'elle dit? Rokkam danam. Rends-moi mon cou. Rends-moi mon cou. Détache-moi. Et chez les Égyptiens, effectivement, attacher le mariage, c'est comme chez les Wolof, tak. Ils disent, nous on dit hum, hum, les Wolof disent tak, mais les Égyptiens disent meni, m. Attaché à, meni, m. C'est un terme synonyme de hum, qui signifie exactement la même chose, c'est-à-dire attaché à. Meni, m, marié à. Donc, vous voyez, les gens ont les mêmes images pour symboliser la dépendance et le mariage, qui est une forme de dépendance également. Bon, Tokara, je ne veux pas abuser de... Il y a tellement de choses que je voulais dire, mais malheureusement, bon, le temps est...